Émilie Didier, bienvenue dans le pit, Merci. directrice générale des régates, président des régates de Valleyfield. Tout d'abord, je vous demanderais, c'est quoi votre, avant d'avoir les deux mains dedans, là, vous êtes impliqué dans l'organisation, c'était quoi votre rapport avec les régates? Fan, spectateur du côté de Bellerive, du Parc Dans le Sauvé? passé, tu veux dire? Oui, dans le passé? Moi, j'étais fan du côté de Boulevard du Havre, voyons, Boulevard du on Havre. va le dire. Toi, Didier? Quand j'étais petit gars, moi, je restais à côté de chez Pat Howard. On était voisins, puis c'était un peu comme ça, là, où j'allais dans sa cour, son père, la famille Howard était, que j'ai commencé à prendre goût des régates. En 92, c'est là que j'ai commencé à m'impliquer ici, puis de fil en aiguille, ça a monté à différents postes jusqu'au poste de président du conseil d'administration. Si on reste dans le passé, tu parles de 92, Oui. directeur de course à l'époque, c'est ça? Non, Non? non, je m'occupais des concessions OK. en 1992. J'ai commencé, puis par la suite, je ne sais pas si tu te souviens, 96-97, on a eu les motomarines. Oui. Bon, ça, c'était mon premier poste. J'étais directeur de course, mais des motomarines en 96-97. Puis en 98, j'ai commencé à être avec Roger Lorrain. Il cherchait de la relève. Puis bon, mais j'avais fait 2 ans avec les motomarines. Donc, en 98, j'ai commencé à être directeur de course. Puis, écoute, 1 an, 2 ans après, là, à partir de 99 ou 2000, que j'ai tombé tout seul jusqu'à 2024. J'aime ça qu'on vienne dans le passé. Roger Lorrain, qui est au Temple de la Renommée. Si tu nous parlais de lui, c'est quand même un personnage important de l'histoire des régates ici à Valleyfield. Oui, Roger, c'est lui qui m'a quasiment tout montré au niveau des courses. Roger était beaucoup impliqué aussi avec la CBF, qui était impliqué avec les régates de Valleyfield. Il était même président à la fin des années 70, il a été président Roger. Donc, quand je suis rentré aux courses, c'est vraiment lui là, qui m'a montré un peu le fonctionnement comment ça fonctionnait les courses, que ce soit la réunion des coureurs, le puits, comment il fonctionne, le parcours. Par la suite, c'est sûr qu'on a fait beaucoup d'ajustements, des changements depuis le temps, mais c'était vraiment lui, là, au niveau des courses, des régates de Valleyfield, c'était Roger Lorrain, la référence. Puis après ça, il a passé le flambeau à moi. Si on arrive maintenant, vous êtes impliqué. Émilie, c'est quoi les régates de Valleyfield? Tu sais, nous, on le voit comme spectateur, journaliste. Tu es 24 heures sur 24 là-dedans. C'est quoi comme organisation, les régates de Valleyfield? Ben, écoute, on fait rien, jamais, hein, 2 pieds sur le comptoir, puis on attend que les régates arrivent. Non, c'est pas vrai. Les régates, c'est pas juste les régates de Valleyfield, on est aussi les promoteurs des régates de Beauharnois. On est aussi la HRL, qui est la ligue, donc c'est tout ce qui est réglementation. Au niveau de régates de Valleyfield, ben, c'est sûr que c'est le montage, le démontage du site, la recherche de partenaires, les enregistrements des équipes aussi pour Valleyfield. Tout le réseau, le marketing, tout ce qui est promotion sur les réseaux sociaux, et cetera. C'est tout à partir d'ici que ça se fait. Il y a bien beaucoup de gens qui pensent ah, c'est un week-end, Valleyfield, mais qu'il y a du monde permanent à l'année longue qui travaille Mhm. pour l'événement. Et quand ils disent ah, ouais, On pourrait même aussi rajouter la gestion des embarcations parce que mhm. Régates de Valleyfield, on a aussi une autre compagnie qui est Hydroplan Valleyfield, propriétaire d'une trentaine d'embarcations. Donc, c'est la signature des contrats avec les équipes de course. C'est la gestion aussi du parc de remorques et d'embarcations. En fait, pendant l'hiver, on fait un petit retour sur chacune. Des fois, on en répare. Des fois, on les envoie se faire vraiment refaire une beauté complète, c'est à l'année, en fait. C'est ça, Valleyfield est connu pour les régates. Là. Ça a beau avoir une longue histoire, Valleyfield, mais la plaque tournante, ce que tous les gens connaissent à travers le Québec, c'est les régates. Vous avez parlé de permanence. C'est des retombées de combien environ pour la communauté ici à Valleyfield? Avez-vous encore des Mais chiffres? les derniers sondages datent de 2017-2018. On en fait un cet été, fait qu'on va être capable de mieux répondre à ta question. Mais dans le dernier sondage, c'était plus de 4 À millions, peu entre près 4 et 5 millions de retombées économiques. Fait que là, c'est des chiffres qui datent quand même, mais on va pouvoir avoir Puis c'est une vraiment, meilleure idée. ces chiffres-là, c'est direct, indirect, là, que ça soit en salaire, en dépenses dans les entreprises de la région, les revenus de taxes, autant au fédéral qu'au provincial. Fait qu'on doit, cette année, on doit dépasser pas loin de 6 millions de retombées économiques. Dans le recoupement des événements importants d'envergure culturelle au Québec, là, Le REMI, le RIMI, les régates de Valleyfield se situent où? Vous le voyez comment dans l'échiquier On événementiel n'est au pas dans les Québec? plus gros, mais on n'est pas dans les plus petits non plus. On est à peu près au milieu, en fait, dans les événements, parce que c'est sûr qu'il y a des événements comme le Festival d'été de Québec qui sont incomparables Ouais. à nous, mais
il y en a des plus petits aussi. Fait que nous, on est à peu près milieu élevé, en fait, d'événements au Québec. Par les régates de Valleyfield, c'est l'événement qui est connu mondialement. C'est un peu le cœur de la saison, mais il y a d'autres événements. Ça se construit comment un calendrier de course? Parce que au fil des ans, il y a des sites qu'on a vus qui sont disparus, d'autres qui se sont ajoutés. Est-ce que c'est difficile de trouver des sites de course? C'est C'est pas très facile. difficile. C'est pas facile. Je te dirais que depuis les dernières années, c'est pas mal les mêmes 6 sites de course qu'on a. Puis parmi les sites de course, on parle de Beauharnois, ben, c'est l'équipe Émilie qui gère aussi l'événement de Beauharnois. C'est pas facile de trouver des commanditaires, de trouver, parce qu'on a vraiment l'équipe, on a les équipes de course, on est rendu une soixantaine d'équipes de Ben, c'est course 70, puis même avec les novices, on est avec les rendu novices. à 60. Oui, c'est exactement. Fait que ça fait Fait quand que ça, même. l'équipe de course, on a vraiment tout le monde. Les officiels, on a notre monde, on est prêt, mais trouver une ville, un emplacement prêt à recevoir, puis ça prend aussi un promoteur local qu'il faut qu'il s'en occupe aussi. Parce que nous, quand on arrive avec le spectacle sur l'eau, mais ça prend quelqu'un sur place qui s'organise avec le site pour l'accueil des festivaliers, mais ça nous prend aussi d'autres commodités de base qui sont les hôtels, le camping, etc. Fait qu'on ne peut pas aller n'importe où. Ça prend des sites quand même assez grands pour être capable d'accueillir. On ne pourrait pas aller dans un petit village où il n'y a pas d'hôtel, là. C'est impossible pour nous. On arrive quand même avec pas mal de monde. Puis ces gens-là, ils ont besoin de place pour rester. Fait que, Puis souvent, ce qui va arriver, c'est qu'il y a des villes, ils ont le plan d'eau, mais il n'y a pas de place pour les puits ou le camping ou mettre les gens, les estrades, les officiels, les autres aménagements. C'est pas juste le plan d'eau, il faut regarder, c'est un tout qu'on regarde, voir au niveau de la logistique si c'est faisable dans tout ça. Donc, ça prend des sous. C'est pas gratuit. C'est ça qui arrive. Parce qu'il y a déjà eu plusieurs sites, bon, une quinzaine, une vingtaine peut-être par saison. Là. Est-ce que c'est. Là, on est à 6. Est-ce qu'il y a des idées de développement aussi? Chaque année, on est en contact avec des nouveaux sites, mais quand on regarde toutes Ce que les ça prend. données qu'on a besoin, des fois, ça ne fonctionne pas. Cette année, on a essayé de travailler avec un site en Nouvelle-Écosse. Nouvelle-Écosse. Mais il y avait des marées d'une vingtaine de pieds dans la même journée. C'est impossible pour nous de s'installer le parcours là-bas. Puis ça aurait été super beau. Il y avait tout ce qu'on avait besoin, mais le plan d'eau ne fonctionnait pas. Fait qu'il y a toujours des enjeux comme ça qu'on rencontre. Mais je te dirais qu'à chaque année, il y a toujours des intérêts de part de d'autres sites. Mais souvent, soit que ça tombe à l'eau, soit qu'ils n'ont pas l'organisation, soit qu'ils n'ont pas les installations. Malheureusement, on a un problème étant donné qu'on a trop d'embarcations. Mais c'est un beau C'est problème. un Mais beau je te problème. dirais que depuis une quinzaine d'années, on a à peu près entre 6 et 8 fins de semaine de course. Tu parlais tantôt de 15-20, c'était plus Oh, peut-être dans les années 80, 90, puis ça incluait aussi des sites américains. Il y en a encore des courses aux États-Unis, mais le circuit HRL, les équipes de course, quand tu es rendu à 8 fins de semaine dans l'été, ça commence à être. C'est beaucoup. parler d'HRL, tu as évoqué CBF tantôt, GPA, il y a aussi APBA. C'est quoi vos relations avec les différentes organisations de course nord-américaines, si on veut? Bien, ça va bien. En fait, GPA, c'est le groupe de Grand Prix, mais qui sont sous la bannière APBA. On est aussi, grâce à Jannick, notre marketing girl, Mhm. qui s'occupe maintenant des communications de H1, qui est les bateaux Unlimited. Fait que de ce côté-là, ça va bien quand même. On est en bon terme. CBF, on a Joe qui est notre arbitre en chef, qui est le VP Inboard OK. au niveau exact. de la Puis moi, CBF. je suis son assistante. Fait que non, ça va bien. On va aux conventions maintenant, puis on est en bon terme, là. C'est sûr que on n'a pas le choix. On a En besoin fait, en d'avoir fait, ces tout autres ce qui s'appelle organisations. le inboard au niveau de la CBF, tout le inboard passe par nous, la HRL. Tout le offshore, où il y a des courses outboard, où ils ont encore les différents circuits, mais tout le circuit inboard est géré par nous, par la HRL. Sous le chapeau de la CBF. Parler de GPA, il se fait depuis, ça va être la deuxième année du GP Challenge. C'est quoi l'importance de ce défi-là pour la classe Grand Prix pour les régates? Ben nous, pour Regarder Valleyfield, c'est sûr que c'est le nombre d'embarcations qu'on veut avoir pour Valleyfield. Pour le groupe Grand Prix, ben en fait, c'est de jumeler l'Est et l'Ouest. C'est ça qu'ils veulent tenter de faire le plus possible pour avoir un nombre de bateaux minimum sur chacun des sites de compétition. C'est sûr que c'est difficile pour eux parce que
l'Est et l'Ouest sont quand même assez éloignés, fait que ça prend beaucoup de temps et d'argent pour être capable de se déplacer sur des aussi longues distances, mais nous, à Valleyfield, c'est vraiment le nombre d'embarcations qui est important. C'était vraiment de créer un championnat dans Ouais. un championnat, si on veut. Tes deux premières courses, là, Gordonsville, Madison, que les H1, puis le championnat GPA, si on veut, il va se gagner à Valleyfield. Donc, je parlais tantôt d'un plus. Oui, c'est un plus pour nous d'inciter les bateaux à venir qui sont dans le championnat. Il y a quand même une bourse intéressante pour ça, de venir à Valleyfield pour. Puis à Valleyfield, c'est l'événement majeur, le Grand Prix, pardon, pour Valleyfield. Les fans Donc, de Grand Prix à Valleyfield, ils aiment beaucoup avoir un gros nombre d'embarcations Grand Prix. Ouais, c'est la nostalgie des autres époques, mais il n'y a pas si longtemps, ça fait quoi, une quinzaine d'années, on a ressuscité le Grand Prix Lee, 2007. on retourne dans le temps, 2007 exactement. Je t'ai même pas C'est né. après. Ça ne nous rajeunit pas, là. Mais juste pour faire une petite histoire courte, tu te souviens les Unlimited, Ouais, qui sont venus en 2007-2008. Et on a bien vu que c'était pas viable, les Unlimited. Mais on a quand même réussi l'exploit de les amener faire une démonstration. Puis l'année d'après, c'était plus qu'une démonstration, c'était des courses, mais un format de course qui était différent. Ils partaient de l'autre duel, bord, ouais. un genre de duel. Mais on s'est rendu compte que notre parcours, il n'était pas adapté, si on veut, pour ça. Et c'est suite à ça, parce que les Unlimited, ça coûtait quand même, c'était assez dispendieux. Entre 150 200 000 à faire venir à l'époque. C'est là qu'on a parti le programme d'investissement. Tantôt, Emilia parlait qu'on a une trentaine d'embarcations. C'est là qu'on a parti l'investissement avec le bureau de direction. J'avais présenté un projet de dire, bon, bien, le 100, 125, 150 000 qui nous coûte les Unlimited, bien, le lundi matin, on n'a plus. Et le show est présenté, on ne l'a plus. Fait qu'on a décidé de regarder ce montant-là, mais de l'investir, de construire des embarcations. Et les embarcations, bien, le lundi matin, sont encore à nous. On peut les amener à Beauharnois, à Braggville, à Tonawanda. Fait que c'est de fil en aiguille, c'est comme ça qu'on a, à chaque année, on mettait entre 100 et 150 000 pour construire des embarcations pour refaire ressusciter la classe Grand Prix. Puis c'était une façon pour nous d'aider les coureurs. Ouais, puis de s'assurer d'un spectacle aussi. De d'avoir s'assurer le d'un nombre spectacle, d'embarcations. d'assurer notre show sur l'eau, les artistes, si on veut, s'assurer qu'on aide des bateaux. Parce que dans les années 80-90, quand j'ai commencé aux courses, honnêtement, on le savait le vendredi matin combien de bateaux qu'on était pour avoir dans les puits. Je voyais Roger. Roger, il faisait des téléphones. Tu vas-tu venir? Tu vas-tu pas venir? Mais là, tu as une chambre d'hôtel, pas de chambre d'hôtel. Ça finissait plus. Là, Émilie peut te dire exactement à Sorel, à deux, trois bateaux proches, qui va être là. C'est là le gros avantage qu'on a, qu'à tous les fins de semaine, on sait exactement quel bateau qui vient où. C'est d'avoir nos artistes, mais en même temps, vous savez, c'est quand même très dispendieux, Grand Prix, de s'assurer d'avoir des bateaux. Et nous, on a continué pendant près de 5 ans. Puis même encore aujourd'hui, on a un budget à chaque année d'investissement. C'est soit de réparation ou d'achat. Au niveau juste embarcation, elle parlait tantôt, on a 35 embarcations, mais il faut les entretenir, ces embarcations-là. On peut décider d'en vendre une, puis on va en acheter une autre. Bref, on manage là, ce groupe-là. Puis aujourd'hui, c'est ce qui fait en sorte, je pense, c'est ce qui fait en sorte qu'on a encore des régates aujourd'hui. Fait qu'on a su rebâtir ça à la fin des 2008-2010. C'est ça comme organisation, c'est le virage. Vous avez senti que vous deviez investir, puis on parle du Grand Prix, mais je vous amène sur Pro Hydro aussi, la nouvelle classe de développement. Vous avez innové en amenant des nouvelles classes aussi à travers tout ça, là. Oui, on prend la classe Chasse 350, qui est ancienne classe 5 litres, qu'on a modifiée. On est en train de faire pareil aussi avec les 2.5, avec le moteur Ford qui s'en va avec le moteur Honda. Et la classe Pro Hydro, l'objectif, c'était d'avoir encore des gros bateaux, mais un peu à moindre coût. Et, Entre la classe Hydro 350, en fait, et la classe Grand Prix. Fait que les gens ils aiment avoir les gros bateaux avec du son. Ça nous permet d'avoir ça à moindre Moindre coût coût. que les équipes Grand Prix. Puis ça prend des connaissances, ça prend des gens
puis Mm. savent comment opérer les C'est pas moteurs. la même mécanique. C'est pas la même mécanique. Non, Fait c'est que là, ça. ce qu'on a créé, c'est plus une classe du style Hydro 350 plus forte. Fait que ça prend pas nécessairement un mécanicien attitré à chaque fin de semaine. Ils peuvent se gérer, s'autogérer. Mais le gap entre les 350 et les Grands Prix était gros. Un 350, c'est pour à peu près 400 forces de moteur. Puis un Grand Prix, c'est 1200. Là, on est autour de 800 forces de moteur entre les deux. Donc, autant force de moteur, grosseur de bateau, signe de piastre, la valeur. Donc, il y a beaucoup d'équipes en Hydro 350 qui sont prêtes à faire le saut, aller, mais là, le prochain step, c'était la classe Grand Prix qui est très, très dispendieux. Fait que là, on espère qu'il y a quelques équipes qui vont passer du 350 au Pro Hydro. Veux pas, il y a les novices qui arrivent aussi Oui. qu'on a embarqués, Développer. qu'on a Oui. développés. Fait que là, ces enfants-là deviennent grands, veulent être en 2.5, les 2.5 veulent monter en Hydro 350. Fait que là, à un moment donné, Ah non, ça c'est nous ça. prenait quelque chose pour offrir. Oui. Ça pousse, c'est ça. Mais faire ces changements-là, puis vous avez parlé du 2,5 litres, moteur Ford, moteur Honda, c'est-tu facile? T'arrives-tu en Non. réunion puis tu dis, ben, C'est Émilie, l'experte des OK, moteurs ça Honda prend de à la cette heure, là. négociation. Si j'achèterais un moteur Honda, je pense que je demanderais à Émilie de me le concevoir. En fait, il y a rien jamais de facile. C'est toujours compliqué. Ça prend du temps, ça prend de l'expertise, ça prend de l'aide extérieure, ça prend des gens qui s'en occupent, ça prend des gens qui s'impliquent aussi, qui croient au projet. Fait qu'il faut tout rassembler ça ensemble puis faire en sorte. Ça se fait. C'est juste Oui, que c'est un long chemin. processus. Exact, exact. Parce qu'il faut comprendre que là, on passait du Ford qui date de 1985 à peu près. À des moteurs qui datent de 2006, à peu Ouais, près. ou Ben, en plus 2005-2010, ouais, Ouais. 2006-2007. Fait que les gens ils ont leurs recettes, les vieilles habitudes. Là, tu arrives avec quelque chose de nouveau, c'est dur de changer les habitudes. Mais j'ai vu Al Thompson qui est passé Oui. Ben au oui, Honda. Fait que c'est un signe que, toujours aussi rapide. oui, ben, on l'a vu à Cambridge. Mais ça a été aussi un changement parce que ça a amené la disparition de la classe 1,5 litres à une modification. C'est ça, les habitudes, c'est... En fait, le gros problème du moteur Ford, c'est que de moins en moins, les pièces sont disponibles. Donc, ça prenait quelque chose pour assurer que la classe... assurer une suite à cette classe-là. Fait que d'où l'idée d'amener le moteur Honda, qui est un moteur qui est aussi un peu plus jeune, donc qui attire les plus jeunes. Tu sais, si on veut avoir de la relève, il faut aller les chercher avec quelque chose C'est ça. qui Qui les leur parle, qui les qui leur accroche. parle exactement. Fait que c'était ça aussi l'idée de transférer vers le moteur Honda. Elle dit c'est quand même un moteur qui a une quinzaine d'années, 15-20 ans, mais qui en a quand même beaucoup sur le marché, qui est beaucoup plus facile à trouver. Vous parlez de novice, l'idée vient d'où? C'est quand même, c'est des enfants, c'est super fascinant. Mais C'est un... je pense que l'idée était là il y a longtemps, mais ça n'avait jamais abouti, je dirais. Puis c'est Bob Abbott, Robert de son petit nom pour ne pas le nommer, qui nous est arrivé avec ce projet-là. Il nous a demandé d'avoir une rencontre. Ça m'a accroché, puis je me disais que c'était une bonne idée. Ça fait longtemps qu'on cherche un moyen justement d'aller chercher de la relève, autant, oui, aux courses, mais aussi comme spectateur. Fait que c'est sûr que si on n'offre jamais rien pour les jeunes de cet âge-là, de voir des vieux monsieur courser, ça ne veut pas dire que ça va les attirer bien, bien. Fait que d'avoir de la relève comme ça, aussi jeune que 9 ans, Oui. c'est intéressant pour eux autres, puis ça les attire, ça les allume. Bob Abbott, là, c'est vraiment lui, là, le chef d'orchestre. Si Bob n'est pas là, je ne suis pas sûr que la classe novice, parce qu'avoir les idées, le vouloir, c'est une chose, mais avoir quelqu'un qui, après ça, qui s'en occupe, mais qui s'en occupe au quotidien ou à toutes les fins de semaine, puis tout le temps, c'est autre chose. Bob, il a la flamme, ça y est venu aussi de son parcours personnel, Ben dans oui, le sens Jonathan où a piloté son Joe, gars. son fils, il a commencé là. Il a monté le bateau avec Joe. Puis Bob, c'est pas juste on part une nouvelle classe, on amène les jeunes. Il les a amenés dans le garage. Il leur a fait construire leur embarcation. Il leur Il a était à l'école. expliqué. Les jeunes Il étaient à a, l'école. il a pris le projet de A à Z et il a construit ça avec les jeunes qui sont là présentement. C'est sûr que ceux qui vont suivre vont l'avoir un petit peu plus facile dans le sens où les La embarcations sont passation, construites. puis, Sauf qu'il les a vraiment accompagnés du début
à où on en est aujourd'hui. C'est lui qui s'en occupe, comme Didier dit. C'est lui qui fait les formations, c'est lui qui fait les rencontres avec eux autres à chaque année. C'est lui qui gère le projet de A à Z. Nous, il nous apporte ça sur un plateau, puis il nous dit, cette année, on le bloque, hein, parce que lui, il en aurait 60 des jeunes. Là, on l'a bloqué à 15 cette année. Mais en Il y fait, avait dit 10 l'année il y d'avant. avait- mais il faut comprendre aussi pourquoi. Parce que c'est le temps d'eau, le temps de piste qu'on n'a pas nécessairement. Là, maintenant, on commence à 9 h le matin. Oui. Pour les C'est enfants, ça. avant, on commençait à 10 h. L'heure qu'on a rajoutée, on l'a rajoutée pour les jeunes. Fait qu'à un moment Parce donné, ils font des courses, il y a des courses encore CBF outboard, mais c'est que ça toute la journée. Puis même les jeunes, il y en a certains qui y vont, mais nous, on ne pouvait pas. On a notre programme inboard qu'on a de 10 heures à 4 heures. Donc, oui, on les inclut 1 heure avant de partir notre programme de course. C'est ça, c'est le plan d'eau qui manque parce qu'il y a déjà quoi, une trentaine de courses par jour si on environ inclut 30, les 30 et c'est 35 ça. courses novices. par jour. Puis on a même été obligé d'éliminer le 1 to the 5 Ouais, c'est pour vrai. être capable d'aller gagner quelques minutes dans la journée pour pouvoir offrir un petit peu plus de courses. Quand les gens disent qu'on arrête les courses pour aller, que les gens aillent au bar prendre de la bière, je vous garantis que c'est pas vrai. Non, j'ai déjà vu Didier prendre des notes les heures à côté de chaque À tous heat, les jours, puis le directeur de c'est assez course serré. prend des notes des départs de chacune des courses. Pour piloter, là, c'est quoi? C'est un test capsule, un test médical? Il y a pas de... Je veux dire, c'est un prototype, c'est pas un bateau ordinaire, un hydroplane, là, mais c'est à peu près ça. C'est comment C'est à peu quand près ça. C'est à peu près ça. Mais je suis fasciné Mais le test capsule, ça a l'air simple, mais il y en a quand même qu'il l'échoue, quelqu'un qui ouais. l'échoue. Et effectivement, il faut vraiment, Surtout là, cette année. quelqu'un qui est claustrophobe, ça a l'air simple, puis là, on le fait dans un environnement contrôlé, Mhm. qu'il y a des La plongeurs, belle eau claire. la belle eau claire, des plongeurs, tu sais exactement que tu vas Tu vas basculer. à l'envers. Tu Donc, sais que ça s'en fait vient. C'est pas une surprise. C'est pas fait comme en que course. si tu paniques dans cette situation-là, il va arriver quoi dans un moment de course, quoi? Fait que c'est important, ce capsule-là, là, avec l'air aussi et tout ça. Fait que- Mais je suis fasciné parce qu'au-delà des novices, j'ai l'impression qu'il y a énormément de recrues cette année, surtout en 2,5 litres. Ça fascine encore piloter un hydroplane. Puis on a déjà entendu parler d'une liste d'attente. Ça se recrute comment un pilote? On a toujours une liste d'attente. Il y a toujours des gens qui nous contactent pour nous demander s'il y a une place en série. On a un certain nombre de places maximum en série, justement à cause de la cédule, l'horaire qu'on a. On n'est pas capable. On ne pourrait pas faire 4 heats de 2,5, 4 heats de F, 4 heats de Jersey. On n'a pas ce temps-là. Ça impliquerait que chacune des classes sortirait moins souvent dans la fin de semaine. Donc, en tout cas, pour en revenir à ta question, on a toujours une liste d'attente. C'est souvent des gens qui sont liés à des équipes de course, des amis, des qui ont connaissances. Jean-Pierre Guillet, qui était attiré par ses enfants. Mais habituellement, c'était l'inverse. Les enfants suivaient les Oui, parents. mais Là, là, ça a fait le contraire. C'est souvent des amis qui ont été des équipiers pendant un certain nombre de temps qui, là, ils disent, ben, je pense qu'avec l'expérience que j'ai prise, je suis J'ai le prête goût à de me moi-même lancer. conduire. Fait que c'est souvent comme ça qu'on a de où viennent les demandes. Il y en a aussi qui viennent de nulle part, mais la plupart, c'est des gens qui gravitent autour du monde des courses. On peut parler du capsule training. C'est un sport qui comporte ses risques. Malheureusement, dans les dernières années, on a perdu des amis, perdu des pilotes. Au niveau de la sécurité, qu'est-ce que ça vous a amené? Il y a eu l'accident de Mathieu Daou, le 6 ans, 5 ans, 6 ans. Ce qui a fait en sorte qu'on a fait une commission sécurité pour revoir la façon que les bateaux doivent être construits dans le but qu'ils soient encore... Malheureusement, c'est quand il arrive des incidents ou des accidents comme ça que tu remets en question les choses. On le fait aux régates, mais c'est fait sur le marché du travail, c'est fait un peu partout. Donc, suite à l'accident de Mathieu, la conception des bateaux a été revue quasiment de A à Z. Puis l'accident de François Leroux, bien, c'est tout ce qui s'appelle le système d'air qui a été revu, façon de faire, les procédures, le capsule training aussi, s'assurer que chaque pilote, il respire avec son air, puis il a confiance à son système. Puis on l'a vu en fin de semaine. Ken Brody. Exactement, à Cambridge.
Je suis allé le voir après ça, puis il a utilisé son air. OK. Il a Il a vraiment... purgé son masque 2 fois. Il a C'est ça. appris des leçons de Fait, l'accident, effectivement. fait que ce que ça a fait en sorte, c'est de revoir, on a remis en question un paquet de procédures. Quand il arrive un accident sur l'eau, qui fait quoi, comment on fonctionne, mais on a remis en question aussi la procédure du capsule training, beaucoup plus sévère, puis aussi au niveau, je parlais au niveau du système d'air. Fait que c'est ça. Quand il arrive ces incidents-là, ces accidents-là, on remet en question les choses, mais c'est pour le mieux. On le sait qu'on n'est pas à risque zéro. Ça reste un sport extrême, mais c'est notre mandat aussi de diminuer ce risque-là Au maximum. Exactement. Je vous amène sur quelque chose d'un peu plus joyeux. C'est la 85e édition cette année à Valleyfield. Ah oui? L'histoire a toujours été importante ici, Temple de la Renommée. On a déjà vu des expositions. Y a-t-il des projets, justement, de ramener à tout le monde, exposition, musée? Bien, les 2 projets sont en cours. En fait, OK. là, le Temple de la Renommée, c'est aux 5 ans. Oui, Donc, 85e. Le dernier, c'était le c'était 80e, ouais. 80e. L'autre d'avant, 75e. Depuis le 75e, ça existe. Fait que cette année, on est à une année de Temple de la Renommée. Fait qu'on va faire un événement dans la semaine entre les 2 fins de semaine de festival. Donc, on y va quand même fort. On invite tous ceux qui ont déjà été nommés. On invite les pilotes qui vont venir courser cette année. On invite les pilotes qui ont gagné Valleyfield dans les années passées jusqu'aux années 2000 environ, parce que là, à un moment donné, on va manquer d'espace. Et puis sinon, on invite toutes aussi les anciens Commodores qui étaient là. Fait que anciens nommés, plus les nommés qui vont l'être. Il y a une vingtaine de personnes qui sont nommées cette année au Temple de la Renommée. Fait que ça, c'est la première activité. Mais aussi, comme tu dis, Nostalgie, on fait une exposition éphémère dans le Club nautique OK. cette année. Donc, en collaboration avec le museau, c'est eux qui nous ont aidés à monter ce projet-là. Ça va commencer la fin de semaine suivant la Saint-Jean-Baptiste. Et puis, ça va durer jusqu'au dimanche des courses. Donc, jusqu'à ce que le site ferme pour les courses, c'est ouvert à tout le monde, c'est gratuit. Et puis, il faut prévoir environ entre 30 et 45 minutes pour faire le tour de l'exposition. Puis, pendant la fin de semaine de course, bien entendu, c'est ceux qui vont avoir leur billet pour qu'ils vont pouvoir aller visiter l'exposition. Fait qu'un peu à l'image de ce qui a été présenté à Sorel les dernières années. Oui, Ouais. revu, corrigé, amélioré. Ouais. Puis, juste revenir sur Pimpé, même. le temple de renommée qu'on fait aux 5 ans. Et moi, il y a quelques ex-présidents que j'ai appelés personnellement pour dire qu'ils vont être honorés au temple de la renommée. Puis, c'est fou quand même de voir leur réaction. Tu sais, c'est des gens qui étaient impliqués dans les années 80, 90, puis que sont émus de voir là, que, ah oui, vous allez m'honorer. Puis là, il y a encore ce sentiment-là attaché des régates. Bien, ça, tu as quand même contribué à l'essor de l'événement pour lequel ta ville rayonne. Effectivement. Tu fais partie de l'histoire. Là. C'est ça, effectivement, comme tu disais, ça fait partie de Il y a l'histoire. plusieurs catégories au Temple de la Renommée. Là. Il y a le temple, la partie bâtisseur, qu'on considère les anciens Commodores comme des bâtisseurs. Il y a la partie bénévole et il y a la partie course. Dans le volet course, il y a plusieurs branches, si on veut. Il y a autant du côté arbitrage, pilote et ou constructeur. OK. Fait que donc, on honore toutes ces personnes-là. Qu'est-ce qu'on souhaite aux régates pour le futur? Qu'un événement puisse perdurer dans le temps, 85 ans, c'est pas banal. C'est pas banal, puis on va espérer de se rendre jusqu'au 100e. Ça vient vite, c'est dans 15 ans. Ça continue. À chaque année, on se souhaite la belle température, naturellement. On est victime de de la température, s'il fait beau ou s'il pleut. Mais je pense que on est en période de transition. Il y a eu les 2 années qu'on est arrêté avec la COVID. On a reparti ça. Mais je pense qu'on va souhaiter de se rendre jusqu'au 100e. Puis il va y avoir d'autres innovations, c'est sûr. D'ici, il y en a eu avant, puis il va en avoir après, c'est sûr.
C'est ça, l'événement a évolué, puis Oui, Ben, évolué. l'événementiel tout court n'est pas facile, ouais. surtout ces dernières années. Mais les dernières années, je pense que Émilie, son équipe, là, si on parle, tu sais, que tu parles d'évolution au niveau de la billetterie, juste au On niveau en a eu quelques évolutions. énormément là, pour numérique, l'application qu'on Mhm. a à CHRL. Tu sais, il y a beaucoup de choses, puis il y en a encore à venir. Le live stream qu'on fait depuis 2 ans, on investit beaucoup dans le produit. Dans Là, le promotionnel pour aller attirer le plus de fans possible, là, essayer d'aller chercher monsieur, madame, tout le monde chez lui pour qu'éventuellement, il ait envie de venir voir ça directement sur nos sites de compétition. Oui, on veut qu'ils viennent à Valleyfield, on Oui. s'entend, mais on veut qu'ils viennent partout. On veut que dans la ville de Beauharnois, il y ait des gens qui voient ça, qui entendent les bateaux, qui se disent hey, je vais aller voir ça pour vrai, pour être capable d'augmenter notre fanbase. Il y a une trentaine d'années, c'était le journal des régates qui était imprimé à oui, chaque jour, qui c'est ça. était, Ouais, c'était Oui. quand même pas banal avec Ben une là, belle petite on a équipe. l'application maintenant Là, on est qui rendu avec sert à ça. l'application, les Ouais. réseaux sociaux, le live stream. Fait qu'on voit qu'au niveau promotion, visibilité, vous avez pris Bière, le virage, le madame. macaron avant, le fameux Oui. macaron. Puis Qu'on à ce ramène temps- d'ailleurs cette année, mais pas pour rentrer sur le site. On se l'accrochera plus dans la peau là, quand Non, on non. se met en bédaine parce qu'il fait trop chaud. C'est fini, ça. En théorie, non. OK. Émilie, Didier, ça a été un plaisir. Merci d'être venu dans le pit. fait plaisir. Merci à toi. Bonne saison. Merci.